Comment est-ce qu'une belle-fille doit se comporter vis-à-vis de sa belle-mère qui lui met la pression sur le fait qu'elle veut déjà voir ses petits-enfants? Si votre belle-fille n'arrive pas à faire des enfants, moi je crois que il faut t'asseoir un jour avec ta belle-fille. Il faut communiquer. Le mariage, c'est inviter une entité à venir vous aider à évoluer. C'est quoi les bonnes raisons du coup de se marier? On se marie pour avoir des projets de vie. Ça veut dire quoi être une femme forte et indépendante? C'est quoi le plus difficile pour les femmes lorsqu'elles sont mariées? L'indifférence de son conjoint. Ils sont pas reconnaissants parfois. On vous a éduqué comme quoi le premier mari d'une femme, c'est son travail. Tout à fait. Okay. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est pas dangereux. C'est même bien. Allez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est bien? Comment le fils gère sa mère qui est jalouse et comment la belle-fille gère sa belle-mère qui est jalouse? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Madame Elundu, si vous étiez un homme, quelle est la première chose que vous auriez souhaité faire? Si j'avais été un homme, moi, je souhaiterais être une femme. Si vous aviez été un homme, vous auriez souhaité être une femme? Parce que le serpent qui se mord la queue, là. Non, parce qu'être une femme, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Ah bon? Oui, être une femme. Donc, on meurt, quoi. Non, ce n'est pas que vous mourrez. Être une femme, c'est développer beaucoup de capacités, beaucoup de qualités que, à mon avis, certains hommes n'ont pas. Comme quoi? Hey, vous allez seulement nous finir, comme quoi? Les hommes ne savent pas anticiper. Comment vous pouvez dire ça, Madame Elundu? Les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Bon, oui, ça, oui, ok, d'accord, on accepte. Voilà. Les hommes ne sont pas intuitifs. Ok, oui, on accepte, oui. Ça, on est d'accord que vous êtes plus intuitive que nous. Ça fait, il y a trois choses. Oui, mais on compense avec autre chose. Compenser avec la présence et la force physique. Madame Elundu. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous nous faites ça? Non, ce n'est pas... L'intelligence émotionnelle. Je dois vous avouer que je trouve que les hommes sont fragiles plus que les femmes, oui. Ah oui? Émotionnellement parlant, oui. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que pour qu'un homme se relève, par exemple, d'une situation émotionnelle, c'est difficile. Peut-être parce qu'il n'anticipe justement pas que avec la dame avec qui je vis, je peux me séparer d'elle. Les hommes sont, je veux dire, ils aiment beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils sont fragiles émotionnellement. Alors, selon vous, les hommes aiment beaucoup plus que les femmes? Oui, les hommes aiment beaucoup plus. Beaucoup plus. Surtout quand ils sont avec la bonne personne. Donc, quand un homme est avec une femme qu'il aime vraiment, il se donne vraiment à 100%. Oui. Et donc, il n'anticipe pas sur le fait que elle pourra peut-être me quitter un jour. Les hommes ne font généralement pas ça. Or, la femme, c'est pas toujours ça. Une femme dans le contexte africain sait que ça peut finir un jour. D'ailleurs, on nous dit souvent ça, que le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Et c'est beaucoup plus appliqué à la femme. Ça veut dire que les femmes, lorsqu'elles sont en mariage, elles ne sont pas entières alors? Je ne pense pas. Je veux dire qu'elles sont dans l'anticipation. C'est pour ça que vous allez trouver que les femmes sont cachoutières. Beaucoup d'hommes trouvent que les femmes sont cachoutières. C'est parce qu'elles anticipent. On ne sait jamais. D'ailleurs, notre anticipation vous aide beaucoup. Un homme, il va beaucoup dépenser, il va pas peut-être faire des économies, mais il sait que s'il a une femme, elle aura toujours quelque chose dans la poche. Elle sort toujours la dernière carte. C'est toujours chez la femme. Et vous pensez que cette anticipation-là s'arrête juste au niveau des finances? Non, c'est une anticipation généralisée. Donc nous on est avec vous, on donne tout. Mais vous nous faites des choses derrière. Non, pas du tout. Pas du tout. La femme est avec un homme. Elle est entière, mais elle anticipe.
Et l'anticipation aussi, c'est dû à votre, comment on dit souvent ça chez nous, c'est-à-dire à votre nature, entre guillemets, d'infidélité. Une femme sait Allez-y. qu'elle n'est pas seule. Une femme, en général, va te dire que je suis à la maison, je suis celle-là, mais je sais qu'il a d'autres personnes, même s'il ne me montre pas. Je sais qu'il a. Si vous permettez, je vais... Sentez-vous libre d'y répondre ou pas? Moi, je viens chercher les problèmes, vous connaissez. Chercher les problèmes. Madame Meloudou. Oui. Est-ce que vous êtes mariée? Je suis mariée. Ok. Donc là, vous êtes sûr que votre mari a forcément une autre femme dehors? Bon. Moi, mon cas, je vais vous dire, mon cas n'est pas un cas d'école. Comment ça? Parce que mon mariage, je le trouve mieux que le mariage des autres. On va dire que je suis un peu pédante, mais c'est vrai. Comment ça? J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est... J'ai parfois l'impression que ce n'est pas un être humain normal. Mais parce qu'il cache bien son jeu, c'est possible. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais ça veut dire donc que H24, il cache bien son jeu. Parce que ça fait quand même 12 ans que je suis mariée avec lui. Et que je peux anticiper sur ce qu'il fait. Généralement, mon père m'appelle souvent, il me dit, où est Jacques? Je dis même position. Généralement, les gens éclatent de rire. Parce que je connais où est mon mari. Et ce qu'il fait à l'instant T, même si je ne suis pas là. Et comment vous avez fait pour avoir un homme comme celui-là? Je n'ai rien fait. Le mérite ne me revient pas en réalité. Ça revient à qui? Je pense que ça revient à son père. Comment ça? L'éducation qu'il a vue son père. Généralement, les hommes, je ne vais pas dire que c'est généralisé ou alors il n'y a pas d'exception. Mais les hommes regardent beaucoup comment leur père se comporte. Ouais, ça va. Oui. Et il applique ça dans son foyer à lui. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais justement cette appréhension de tomber sur un homme que je ne vais pas... Quand j'ai dit maîtriser, c'est un peu trop... mais un homme avec qui je serais à l'aise. Et j'ai regardé vers son père. C'est un monsieur qui... Il allait au travail à l'époque où il n'avait pas encore pris sa retraite. Il va au travail. À midi, il vient manger. Il revient à 16h. Il regarde ses enfants. Il ne sort pas. Il est là. Bon, c'est aussi un chrétien. Donc, il est constamment à la maison avec sa femme. Constamment. Et on connaît où il est, ce qu'il fait. Je pense que mon mari a dû copier ça chez son père. Et je trouve que chez moi, vraiment, moi, ça me va. Sinon, je ne me serais pas mariée. Oui. Donc, si je comprends bien, pour une femme qui veut se marier, si elle veut prendre un minimum de précautions, il faut qu'elle voit comment se comporte le père de son futur mari, c'est ça? Oui. Oui. Surtout dans le cas des violences. Ah. Oui. Je ne sais pas pour les autres, mais le cas des violences conjugales, la plupart des hommes violents ont vu leur père être violent vis-à-vis de leur mère. Et on a même aussi exercé des violences sur lui. C'est un peu comme si vous donnez un message à votre enfant que c'est comme ça qu'on aime. Ah, ok. Oui. On aime une femme en la frappant. Et lui ne va donc pas comprendre que s'il te frappe en retour, que tu ne puisses pas accepter. Et ça crée donc tout ce que vous allez voir dans la société, les hommes violents qui ne comprennent pas que une femme ne peut plus accepter au 21e siècle qu'elle soit frappée. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu leur père le faire. Et nous, les femmes, on a appris à se taire. En tout cas, jusqu'en 1985, je vais dire même 90, les générations 90, on a vu nos mamans se faire taper et se taire. Et elles nous avaient montré sans trop nous le dire que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a encore ce prototype de femme qui se tait quand on la frappe et qui accepte la violence parce qu'elle avait aussi vu sa mère accepter cette violence-là et faire avec. D'accord, oui. Bon, c'est pas tout à fait faux. Et selon vous, entre l'homme et la femme, qui trompe le plus? Soyez honnête, madame Meloudou. Tromper dans quel sens? Infidélité, mettez dans tous les sens que vous voulez. Infidélité.
tous les sens que vous pensez. Entre l'homme et la femme. Je vais vous dire, hein, je crois que ils sont ex-aequo. Enfin, une femme qui est honnête, même si même moi, il pense que la femme trompe plus. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont ex-aequo? Parce que d'habitude, les gens disent que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Mais vous dites qu'ils sont ex-aequo. L'infidélité, pour vous, ça va jusqu'où? Non, c'est à vous de me dire. Et c'était une question rhétorique. Ah, ok, d'accord, autant pour moi. L'infidélité, ça va jusqu'où? Ça dépend. C'est-à-dire que si vous estimez que c'est parce qu'on va au lit qu'on est infidèle, je vous dirais que les hommes sont infidèles. Là, ils sont champions. Mais bon, okay. Il y a une infidélité des femmes qui ne va pas au-delà du sexe. Parce que généralement, quand une femme se marie, elle se marie pour la paix et la tranquillité. Et ce n'est pas forcément la personne-là qu'elle a épousée qu'elle aime. Elle aime peut-être quelqu'un qui est dehors, qui est un voyou. Elle aurait voulu qu'il soit comme ça, mais il ne lui apporte pas cette stabilité-là. Donc, peut-être que son cœur n'appartiendra pas totalement à son mari. Parce qu'elle a choisi la stabilité, la paix que celui-ci lui apporte. Mais dehors, son cœur appartiendra à celui-là qui n'a pas tous ces critères-là. Voilà pourquoi je dis, c'est ex-aequo. Beaucoup de femmes se marient pour la stabilité. Alors, vous avez besoin de taper le pied dans la fourmilière, là. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'au final, ça ne rattrape pas? Ça peut rattraper. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la sainte fuite. Quand Joseph a porté sa femme et son fils quand il devait fuir le roi Hérode, ils auraient pu se dire qu'on va affronter, on a le Fils de Dieu avec nous, on va nous sauver, on va être sauvés, les anges descendront, on va bagarrer. Mais non, ils ont choisi la fuite. C'est la même chose qu'une femme devrait faire. Fuir le monsieur qui ne lui apporte pas la stabilité. Et jusqu'au bout, elle doit le fuir. Ne jamais se retrouver dans une pièce avec lui. Ne jamais tenter le diable. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas tomber. Parce que la chair est faible. Tu auras beau dire à ton mari que oui, je te jure fidélité et tout. Mais quand tu vas arriver devant lui, les mots doux et tout ce qu'il il te faisait avant, tu vas tomber et tu vas regretter. Voilà pourquoi je dis que c'est ex-aequo. Ok. Et dans un couple, lorsqu'il y a séparation, qui de la femme ou de l'homme souffre le plus? Les deux. Il n'y a pas une personne qui souffre? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression que le mariage profite plus à quelqu'un qu'à l'autre. Oh, oui, moi je sais, moi je peux expliquer pourquoi. D'accord. Parce que très souvent, c'est les femmes qui demandent à être épousées. Très souvent. C'est les femmes qui veulent être épousées. Je dis très souvent. Pas très souvent. Temps, mais très souvent. Très souvent, oui. C'est parce que c'est leur éducation, non? Donc ça pourrait expliquer pourquoi on estime que ça profite plus à l'un qu'à l'autre. Et en plus, quand on dit mariage, là, c'est pas les femmes qui dépensent l'argent pour la dot. Hein. Oui, bon, on a aussi des femmes. On a aussi des femmes qui payent pour être dotées. Oui, c'est pas la majorité, quand même. Puisqu'en général, la femme choisit, elle choisit celui qui financièrement est plus à l'aise qu'elle. J'ai dit en général. Oui. Voilà. Mais je vais vous dire, allons au-delà de la cérémonie du mariage. D'accord? Une femme, d'accord, elle veut qu'on l'épouse. C'est normal. Toute personne même veut. Hein. Non. En général, je vais vous dire, le mariage, ce n'est pas seulement bénéfique pour la femme. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que... Ah, ok, autant pour moi, ok. C'est pour ça que je dis que les deux vont souffrir. Ne restons pas dans la cérémonie du mariage. Ça, c'est le bling-bling. C'est les feux de paille. On éteint les lumières, on retrouve la réalité. La réalité du mariage, c'est quoi? C'est à partir de là, donc, qu'on va savoir qui, lorsqu'un mariage va à la dérive, qui souffre le plus. On a l'homme
dans le foyer qui a besoin d'une femme pour l'accompagner dans sa mission. L'homme ne peut pas tout faire. Prenons même l'exemple de la femme qui ne travaille pas. Une femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison. Prenons d'abord ce cas-là. L'homme va dehors. Il travaille et rentre à la maison. Il faut qu'il trouve que tout est prêt. Un repas chaud, les habits propres et tout. On connaît des hommes qui marchent ici, ils sont froissés. On sait du coup qu'il n'y a pas de femme chez lui. Il ne mange pas suffisamment. Il y a un problème de sous-alimentation. Les enfants même ne sont pas totalement équilibrés en santé parce que la personne qui gère l'intérieur, qui a cette grâce innée de gestion intérieure, c'est la femme. Donc, dès que il y a déséquilibre, l'homme ressent ça. Dès que ce mariage va à la dérive, l'homme ressent. La femme, pareil. L'homme lui apporte la sécurité. Je vous dis, toutes ces femmes qui se disent fortes et indépendantes, j'en fais partie. D'accord? Vous en faisiez partie? Non, moi j'en fais partie. Okay, c'est pour ça que j'ai une position un peu bizarre du féminisme. Mais j'estime que l'homme a sa place auprès de la femme. Moi, j'aime être en sécurité auprès d'un homme. Je veux qu'il y ait ce sentiment de sécurité. D'ailleurs, nous vivons dans une société assez violente, où quand une femme est seule, elle est vulnérable. Donc, l'homme apporte à la femme cet équilibre-là, cette force physique qu'elle n'a pas. Et en retour, la femme lui apporte une certaine stabilité mentale. Oui, c'est vrai. Pour faire ce qu'il a à faire dehors. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est pareil même lorsque la femme travaille. Il y a toujours cette charge mentale-là qu'elle a de s'occuper de son homme. Et c'est inné, hein. Les femmes qui disent non, moi je ne peux pas préparer pour mon mari ou mon gars. Je ne sais pas, je dis souvent à ma petite sœur que je ne sais pas comment est-ce qu'une femme fait pour dire qu'elle ne sait pas comment elle peut pas préparer. Parce que pour moi, c'est inné. Peut-être pas pour les autres, mais une femme ressent le besoin de nourrir. C'est maternel. Préparer, ce n'est pas une sorte d'asservissement. C'est cette compétence innée que tu as de nourrir, de bercer, de calmer. C'est ça que tu as. Donc, quand le mariage va à la dérive, les deux sont perdants. Non seulement dans leur équilibre psychique, moral, matériel. Un mariage qui va à la dérive. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on se marie, c'est un projet de vie? Oui. Donc, dans ce projet-là, il y a des acquis matériels que vous avez. Et même, vous avez des enfants aussi. Donc, vous voyez qu'un mariage qui va à la dérive, là, les deux sont perdants. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Totalement d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes une femme forte et indépendante. Ça veut dire quoi être une femme forte et indépendante? Ça vient des conseils que nos mamans nous donnent. Vous savez, les mamans de l'époque ont beaucoup encaissé en silence. Pourquoi? Parce que, avant la conjoncture et tout ce qui tourne autour de la société ne faisait pas que les femmes soient, épanouies. Parce que les femmes n'étaient pas épanouies. Moi, je suis désolée, elles n'étaient pas épanouies. Sinon, elles ne nous auraient pas dit, ton premier mari, c'est ton travail. Ça vient de là. Parce que elles ont tout donné. Cette capacité de materner l'homme, les enfants, de la gestion de la maison. Elles ont fait ça. Mais elles n'ont pas eu ce sentiment de gratitude qu'elles devaient attendre de leur partenaire de vie. Au contraire, elles ont été rabaissées. Pour la plupart, elles ont été insultées. Moi, je connais, et ce n'est pas un cas isolé, des femmes qui voyaient leur mari venir avoir des rapports sexuels sur le lit conjugal avec leur maîtresse. Et elles devaient regarder se taire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rapportait de l'argent à la maison et elles dépendaient de lui. Pour que ces enfants ne vivent donc plus la même chose, surtout les filles, elles vont les éduquer en leur disant que ton premier mari, c'est ton travail. Ça signifie que tu dois être indépendante. Forte pourquoi?
parce que nous avons en face de nous une société camerounaise et j'ai envie de dire africaine, j'ai même envie de dire mondiale, misogyne. La femme, on lui donne une place. On a le droit de la femme. On a les journées de la femme. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question. La femme, c'est un genre humain. Peut-être parce qu'on veut l'honorer. Je veux bien qu'on l'honore, mais pourquoi il y a le droit des femmes? Peut-être parce que par le passé, ça a été bafoué. Pourquoi donc est-ce que le droit des femmes doit être bafoué? C'est ce que je veux dire, c'est que en fait, la femme, c'est un genre comme l'homme. On ne devrait pas avoir un droit des femmes parce que ça doit couler de source. Tout être humain, homme ou femme, a des droits. Alors, comme je vous disais, la société te renvoie une force contraire. C'est pour ça qu'on dit forte et indépendante. Je vous ai expliqué le côté indépendant. Je vous explique le côté fort. Elle est dans une société où on lui dit ta place c'est à la cuisine. Ta place c'est auprès des enfants. Ta place c'est auprès de ton mari. Une femme qui n'est pas mariée ne vaut rien. Une femme qui... Tout. Et elle encaisse et elle ne veut pas. Face à ce déluge-là, elle est obligée d'avoir une position. Une contre-force venant de là. C'est ça qu'on dit forte. Il faut être forte pour pouvoir encaisser tout ça et ne pas ramer à contre-courant de là où la société veut te classer. La case dans laquelle on veut classer la femme, elle refuse ça. Donc, il y a donc ces forces antagonistes-là. Si tu n'es pas forte, tu redescends. Tu acceptes de te plier. L'homme fera donc, en tout cas, les omelettes avec petit H. Ouais. Pourquoi on prend toujours les balles? Qu'est-ce qu'on vous a? Oui, les omelettes. Seigneur. C'est pour ça que je dis, dans la société, il y a des hommes, il y a des omelettes. Un homme qui n'accepte pas que sa femme évolue, c'est une omelette, non? C'est que lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied. Elle rentre dans la case femme soumise. Quand j'en connais une là que j'ai coachée pendant un certain temps, j'étais bien fatiguée parce que elle essaie d'être forte. Mais vraiment, elle n'a pas... C'est pas évident. Donc, elle est obligée de se ranger. Mais son mari lui fait voir de toutes les couleurs. C'est moi l'homme, tu te tais quand je parle. Tu n'as pas à dire ci, tu n'as pas à dire ça. Moi, je suis l'homme. Il tape la poitrine. Bon, elle est donc quoi? Elle est ton sous-fifre. Quand tu gagnes ton argent, donne-moi ton argent. C'est moi qui dois gérer ton argent. Est-ce que vous connaissez même les choses qui se vivent sous les toitures? Beaucoup de femmes se taisent au nom du « je suis madame ». Mais elles vivent des choses incroyables. Vous les voyez dépérir de jour en jour, devenir plus vieilles que leur âge. C'est parce qu'elles encaissent et elles se taisent. Sinon, la société va les pointer du doigt qu'elle a raté son mariage. Moi, je connais une à qui j'ai dit, sors de ton mariage parce que là, tu vas bientôt mourir. Mais pour qu'elle rentre en famille chez sa mère, c'était un combat. Parce que sa mère lui a dit, moi, je n'accepte pas. Ta place n'est plus ici, tu es déjà parti. Mais maman, je vais mourir, je reste là-bas. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne veux pas que tu rentres. On était obligé de se mettre à genoux et de prier pour que le cœur de cette maman-là s'ouvre et qu'elle accueille sa fille à la maison. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Ouais. De forte et indépendante. Ouais, ça répond. Bon, je m'attendais pas à cette réponse-là, mais expliquer comme ça, je comprends mieux. Voilà. Parce que quotidiennement, lorsqu'on dit forte et indépendante, une femme estime que parce qu'elle peut payer son loyer, payer sa voiture, elle s'estime forte et indépendante. Sauf que je vais tendance à trouver pouvoir payer son loyer, payer sa voiture, pour moi, c'est normal. C'est ce qu'on appelle être humain. Oui, c'est humain. Voilà, c'est humain, ça n'a rien d'exceptionnel. Tout à fait. Même si on veut nous faire croire que ça n'a rien d'exceptionnel. Ok, non, c'est vu comme ça, je comprends. Et tout à l'heure, vous disiez que on vous a éduqué comme quoi le premier mari d'une femme, c'est son travail. Tout à fait. Okay. Est-ce que c'est pas dangereux? Non. De faire passer son travail avant son couple, est-ce que c'est pas dangereux? C'est pas dangereux. C'est même bien. Allez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est bien? Je suis
la tribu Béti. Et j'ai un peu étudié notre sociologie. Avant, c'est-à-dire, le mariage, c'était une société. Chez nous, là. C'était la société. C'est-à-dire que la polygamie, c'était quelque chose de tranquille. Les femmes, tu avais ton petit lopin de terre. Quand ton mari vient te chercher, tu te donnes ta terre là-bas. Bon, tu vas bosser. Et puis, elles sont peut-être 5, 6, 7. Chacune a son rôle. Chacune. Il y a l'autre qui doit sortir avec son mari. C'est elle qui est pour les cérémonies. Il y a l'autre qui, elle a pour cuisiner. Il y a l'autre qui, elle a pour s'occuper des enfants. Il y a l'autre qui, elle a pour s'occuper des étrangers qui arrivent. Il y a l'autre qui s'occupe des cérémonies générales et tout. C'est-à-dire que c'était une affaire bien structurée avant. Et ça, c'est parce que, à cette époque-là, il n'y avait pas ce mélange, cette mixte culturalité avec l'occidentalisation et les Africains, on va dire ça comme ça. Maintenant, tu arrives où tu arraches la machette et tu lui donnes la mallette et la veste. À la femme, tu lui dis, reste à la maison, tu dois obéir à ton mari. En même temps, tu lui dis, tu ne dois pas, tu es une femme, tu as des droits. Mais en même temps, tu lui dis, il faut que tu respectes ton mari. Plein de choses commencent à se mélanger dans la société. On n'est plus à cette époque-là où tout était bien réglé, bien réglementé. On était même à l'époque du matriarcat. Je sais que les hommes n'aiment pas entendre ça. Patriarcat ou matriarcat? L'époque africaine, c'est-à-dire que la culture africaine était matriarcale. Mais quand tu dis ça aux gars sur TikTok, on t'insulte. Parce que je trouve qu'ils ne comprennent pas, à mon avis. Peut-être ma petite intelligence, c'est quoi? C'est que le matriarcat, c'était simple. Hein. C'était pour assurer une véritable descendance. Parce qu'on estime que celle-ci qui fait les enfants, c'est notre sang. Par rapport à l'homme qui est allé dehors chercher une femme, on n'est pas sûr. C'est son enfant. Donc les oncles, leurs enfants héritaient chez leurs sœurs. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, on a tout chamboulé. En réalité, tout ce que vous voyez là, moi, mon avis, c'est qu'on a extrêmement chamboulé la société africaine et c'est surtout les hommes qui sont perdus dans cette affaire. Oui, c'est pour ça qu'ils sont violents. Ils ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas. Moi, j'ai une lecture. Je ne tire pas sur eux parce que j'estime qu'ils ne comprennent pas. Vous trouvez que les hommes aujourd'hui sont plus violents qu'avant? Je trouve. D'accord. Je trouve. C'est vraiment mon avis. Tout simplement parce que, comme je vous disais, l'homme, on l'a arraché de sa société. On lui a dit des choses. Tu es le chef de famille. On enlève le matriarcat, on te met le patriarcat. Tu es complètement déstabilisé. C'est toute une culture qu'on coupe. Et on te donne une affaire que tu vas au travail, tu laisses tes champs et tout. Et à ta femme, on vient derrière dire à ta femme que tu as des droits. Ton mari ne doit pas te dire si. Si le patriarcat était du genre, oui, l'homme est le chef de la famille et on dit à la femme, reste tranquille, respecte ton mari. Mais c'est pas ça. Le blanc, il va venir justement avec le droit des femmes. Donc, c'est deux choses qui sont venues mélanger. Et ça crée donc cette histoire-là. Voilà pourquoi est-ce que la femme doit avoir son travail, parce que tout est perturbé. Tout est perturbé. La société africaine, on a besoin de repenser. C'est-à-dire que son ossature même. Peut-être avec déjà ce mélange qui existe, on peut plus ôter, hein, parce que l'occidentalisation, on a le français, on a l'école et tout. Présent. C'est pas possible, mais il faut savoir trouver le juste milieu pour que l'équilibre revienne. Et comment on peut faire ça, pour trouver le juste milieu selon vous? Il faut faire de la médiation familiale. Version africaine. Intéressant ça. Oui, je travaille dessus. Peut-être que vous m'avez pas demandé ce que je fais, mais moi, je fais des études d'architecture. On allait y arriver. Et c'est ça qui m'a amené à faire ça. J'ai pensé à, est-ce qu'on peut pas faire une médiation? Concrètement, ça donne quoi de la médiation familiale? Ça se pratique comment? Bon, alors,
Vous vivez en France, vous savez qu'il y a des médiateurs familiaux en France. Je ne connais pas, hein, sincèrement. Si, il y en a. Non, je ne connais même pas ce que c'est médiation familiale, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas bon, il y a des médiateurs que vous connaissez, c'est des gens qui sont en cas de conflit. Oui. Que ce soit des conflits internationaux, il y a toujours des personnes qui viennent faire de la médiation. C'est également la même chose qu'il faut faire, mais avec notre couleur locale. La famille le fait déjà, non? La famille le fait, mais comment? Est-ce que les gens ont encore le temps? Tu es loin de ton village, tu es en France, tu es en Suisse, tu as un problème, tu sais pas. Bon, laissons d'abord la France, tu restes ici au Cameroun. Tu es à Yaoundé. Ton village, c'est Fumbot. Tu as un problème avec ta femme maintenant. Le temps que la famille se réunisse, le temps que la famille mette tous les trucs en place, beaucoup de choses vont se passer. Tout à fait. Il faut rapprocher la tradition des familles plutôt que les familles se rapprochent de leur tradition. La tradition doit venir vers les familles. C'est simple. Moi, je propose un centre de médiation familiale dans chaque région, peut-être même dans chaque département. En tout cas, ça va dépendre des cultures. Lorsqu'on regarde dans un département, est-ce que c'est les mêmes cultures, est-ce que c'est les mêmes façons de penser? On crée un centre de médiation. Pourquoi? Mon mari me bat, ma femme est ceci, il y a de l'infidélité. Comme les Camerounais, surtout les hommes, sexe masculin, n'aiment pas beaucoup l'ingérence dans les foyers. C'est les femmes qui ont tendance à beaucoup parler. Les femmes qui ont tendance à exposer nos vidéos. Bon, si vous le dites. La femme, quand elle parle, c'est qu'elle va arranger. La femme, quand elle parle aussi, c'est pour saccager les hommes. Il faut savoir que quand une femme parle, il faut encore me dire Dieu merci. Oui, quand elle parle, on sait que ça va encore. Là, on peut encore rattraper. Voilà. Donc, les femmes, l'homme n'aime pas l'ingérence. Mais l'homme aime une ingérence, entre guillemets, légale. C'est-à-dire, son père peut venir lui dire que bon, voilà. Mais par contre, un simple psychologue, tu vas amener, quel est l'homme camerounais que sa femme l'amène, il va faire comme, tu vas même commencer comment pour le porter. Or, si le médiateur familial, je suis Betty, mon mari est Bakoko. Si le médiateur, entre les deux, on choisit un médiateur chef traditionnel notable qui va faire la médiation. J'ai un problème avec mon mari. Voilà le problème. Que la tradition vous oriente sur comment est-ce qu'on gère ça en tant qu'Africain. Comment. L'homme sera plus à même d'écouter et de mettre en pratique. Parce qu'il faut savoir que on n'a pas accepté tous les changements des Occidentaux. Les psychologues ont du mal à s'intégrer dans les foyers. Oui, peut-être parce que ça ne rime pas avec nos cultures aussi. Justement, voilà pourquoi la médiation familiale, pour moi, prendra donc cette couleur locale avec comme médiateur les chefs de famille, les chefs de quartier, les chefs de village, les notables et tout ça. Très, très intéressant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Comme tu as pu le constater, nouvel invité, nouveau décor, nouvel épisode. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs, mais pas n'importe quels. Les auteurs qui écrivent pour impacter. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Elundu, auteure d'un livre qui paraîtra très bientôt. Je pense même qu'à l'instant où tu vas voir cette vidéo, peut-être il sera apparu. Mais bref, le titre c'est « Le mariage, une fin ». F-A-I-M en soi. Le mariage, une fin en soi. Bref, elle aura le temps de nous expliquer un peu la logique derrière. J'ai eu l'honneur, le privilège de le parcourir, de le lire un peu avant tout le monde. Et c'est un livre assez romancé, mais je pense que les histoires qui sont dedans sont très très vraies. C'est qu'on a choisi des noms un peu pour éviter de citer les contemporains. C'est un livre à lire. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en le lisant, c'est que on quitte d'une émotion à une autre. Oui. Ouais. Au début, on était un peu sceptique. Je pense que... Oui, on avait fait une réunion, oui. Au début, on était un peu sceptique, mais finalement, je me suis pas ennuyé parce qu'on passe d'une histoire à une autre et tout. C'est super intéressant. Alors, vous me connaissez. Moi, je vais tirer à balles réelles. Moi, je suis pas venu pour faire des cadeaux. Donc, le sang doit couler. Surtout que depuis l'info que nous envoyons les balles perdues, dans les hommes là, j'attends votre soutien. Ouais, un peu non. Mais cela, je précise aussi que Madame Elundu sera conférencière au week-end de l'écrivain 2025 ici à Yaoundé. On vous met toutes les informations dans le premier commentaire de la vidéo. Et je rappelle que
À Paris, on a eu plus de 1500 personnes. À Ouagadougou, on a eu plus de 1500 personnes. Dans les continentaux. Ne nous décevez pas. Ne mettez pas la honte sur nous. Pardon. Venons représenter. Donc, quand on était 1500, il faut 3000. À Paris, on a eu l'artiste invité locaux. Au Ouagadougou, on a eu l'artiste invité Floby. Donc, dites-nous en commentaire quel est l'artiste invité que vous voulez au Cameroun pour que ce soit juste énorme. Et le format n'est pas pareil que les années précédentes. Je pense que Isabelle Obama a dû vous expliquer un peu. C'est pas les, on va faire les choses compliquées. Donc, ceux qui ne seront pas là au week-end de l'écrivain cette année, ils seront nulle part. Donc, on vous met tout dans le premier commentaire, dans la description de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour, Madame Elundu. Bonjour, Valère. Comment vous allez? Je vais bien. Ça se voit en tout cas. Oui. Je vais bon, bien. votre caméra, elle est là. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous? Je m'appelle Elundum Feugue, épouse Mboula Renée Géraldine. Je suis une jeune architecte. J'ai découvert ma vocation un peu tard. Et je suis entrepreneur et auteur du livre « Le mariage, une fin en soi ». Et je suis très contente de faire partie de ce podcast avec Valère Bélias. Amen, amen, alléluia, amen. On reçoit. En tout cas, pour nous, ça nous a vous recevoir ici. Merci d'avoir fait le déplacement. Un dimanche. Je vous en prie. Alors, le mariage, une fin en soi. Pourquoi fin? F-A-I-N. Fin comme famine. Mm-hmm. Les femmes ont faim du mariage. C'est-à-dire, nous sommes dans une société camerounaise où la femme, lorsqu'elle n'est pas mariée, elle est fustigée dans la société. Et elle-même veut se marier. Et parfois, pour se marier, elle accepte tout et n'importe quoi. Elle va manger tout ce qu'il faut manger, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Elle va accepter l'inacceptable parfois, juste pour avoir une alliance au doigt. Voilà pourquoi j'ai appelé mon livre « Une fin en soi », surtout aussi parce que je n'ai peut-être pas dit ça dans l'introduction. Je suis la promotrice d'une association qu'on appelle Rolame. C'est un dialecte bassard, faire un clin d'œil à ma grand-mère maternelle, qui veut dire « aidez-moi ». Et c'est une association qui est très jeune, mais qui a déjà suivi une dizaine de femmes. Et ce livre, donc, me permet un peu de ressortir les différents exemples ou alors les différents récits que ces femmes m'ont donnés au cours de leur accompagnement. Donc, j'ai donc vu, c'est-à-dire que dans l'ensemble, qu'il s'agit de là une famine conjugale. Ok. Et c'est quoi le plus difficile pour les femmes lorsqu'elles sont mariées? Quoi le plus difficile à vivre? L'indifférence de son conjoint. Ah oui, les conjoints sont aussi indifférents que ça? Oui. Indifférents à quoi? À leur souffrance? Ils sont pas reconnaissants parfois. Comment ça, pas reconnaissant? Ils estiment que la femme, ce qu'elle fait, elle doit le faire. Que ça va de soi. Okay. S'il faut laver les assiettes, il faut repasser l'habit de monsieur, il faut s'occuper des enfants, c'est normal. Si vous permettez. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Oui. On peut dire que l'inverse est aussi vrai. On m'avait posé la question sur la femme. Oui, bien sûr. Comme ça, je dis, est-ce que si elles font la même chose vis-à-vis des hommes, est-ce que il y a vraiment de quoi se plaindre ou de quoi mal le vivre? Je ne pense pas qu'une femme, quand elle se marie, généralement il y a des choses qu'on appelle le langage de l'amour. Il faut que les femmes sachent, tout comme les hommes, quels sont les langages d'amour de leur
de leur conjoint, de leur partenaire. La femme, on pense peut-être que ce n'est pas ça sur la rang de l'amour, mais il y a de la reconnaissance qu'on attend. Ok. L'homme, c'est de la valorisation qu'il attend. L'homme aime quand on lui dit il est fort. Il nous a aidé à faire ci. Vraiment, mon chéri, tu as arrangé le ventilateur. Merci. Mon chéri, tu as fait ci. Vraiment, sans toi, je ne sais pas si ça allait se faire. Les hommes aiment ça, même sur le plan sexuel. Tu m'as satisfait. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. J'ai aimé et tout. Les hommes aiment ça. Ça leur permet de se surpasser. Tout comme la femme, elle aime la reconnaissance. Je sais que tu as travaillé toute cette journée. Le repas est brûlé. Tu n'as pas lui dit que le repas est brûlé. Tu lui diras vraiment. Tu vas manger. Il faut que tu manges d'abord ça. Le repas brûlé? Oui. Tu dois manger ça. On n'a pas bien lu avant de signer. Hein. C'est ça le problème en fait. Il faut lire avant de signer. Mais est-ce que vous nous montrez là où il faut lire? Il faut vous former. On n'entre pas dans le mariage comme ça. C'est une formation. Oui. Si ta femme a préparé un repas brûlé, franchement, tu manges d'abord et tu lui dis vraiment, je sais que tu as eu une journée, je suis sûre que tu courais entre les enfants, le travail et tout. Ça n'a pas été évident. C'est elle-même, si elle est honnête, qui va te dire que je sais que ce repas, je ne l'ai pas réussi comme tu veux. Vous voyez qu'on est en train d'engager une conversation. Mais si tu dis, ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Je paye assez d'argent ici, là. Et j'arrive, je trouve que le repas, et qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Tu as gâché tous ses efforts de la journée. Et tu as cassé son moral. Même pendant une semaine. À ce point? Oui. Mon mari ne reconnaît pas tous les efforts que je fais. Donc, pour répondre à votre question, c'est le plus dur, c'est de faire des choses et de ne pas revoir la reconnaissance dans les yeux de ceux qu'on aime. Ok. C'est aussi pour ça qu'on fait venir des invités comme ça, pour qu'ils nous édifient. Ça, on apprend tous les jours. Hein. Le mariage, on apprend tous les jours. Ok. Vous parliez tout à l'heure du mariage. Oui. Les femmes veulent se marier. Oui. Un peu plus que les hommes. C'est pas moi qui dis, c'est un fait. C'est quoi les bonnes raisons de se marier? Les bonnes raisons. Je dis ça parce que dans votre livre, il y a l'anecdote de l'une des protagonistes dans laquelle vous expliquez qu'il y en avait une qui voulait se marier à tout prix. Voilà. Du coup, ça m'a interpellé. C'est quoi les bonnes raisons, du coup, de se marier? Je crois que on se marie pour être heureux. Oui. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour être heureux de base. Pas toujours, hein. Ah oui? Il y a des choses. Mais là, on se marie pour avoir des projets de vie. Je vais vous dire, il n'y a rien sur cette terre qu'on fait seul et ça a réussi. Quand votre père et votre mère ont décidé de se mettre ensemble, il y a un ovule et un spermatozoïde qui se sont rencontrés. C'est une aide. Procréation, accouchement, un enfant est né. Une belle chose, un enfant. La même chose que le mariage. C'est se mettre avec quelqu'un pour être heureux, ressentir un bonheur d'abord. C'est l'une des raisons. C'est pour ça que dans mon livre, il y a les raisons que l'autre énumère, ce sont des mauvaises raisons et c'est les raisons que les femmes me donnent. Voilà pourquoi est-ce qu'à un moment, tu n'es plus heureuse et tu dépéris, tu fais des dépressions. Beaucoup de femmes ont des cancers du sein parce qu'elles ont tellement stressé. On nous dit parfois que le cancer, c'est parfois beaucoup de stress. Je ne suis pas médecin, mais je lis souvent quelques articles et tout. Le stress fait en sorte que... Est-ce que quand tu es heureux, tu stresses? En principe. D'où vient le stress dans un mariage? Le stress vient du fait qu'il y a manque de... de sérénité dans le couple. Voilà. Manque de bonheur, de paix. Oui. Voilà. Et c'est quoi les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient? Alors, tu te maries parce que tu as vu ton frère, ta soeur se marier. Peut-être parce que je te dis que ils sont heureux dans le mariage. Je te dis bon. Oui, mais si tu te maries alors avec le frère de ton... Tu vas aller chercher quelqu'un qui n'est pas le tien. Mais tu vas aller te marier avec lui pour les mauvaises raisons parce que tu as vu les autres. Mes sœurs se sont mariées, mes cousines se moquent de moi.
Donc, je suis Je malheureux. suis vieille fille. Je suis malheureux. Oui. Donc, pour être heureux, je me marie, donc. Non, ce n'est pas être malheureux. C'est-à-dire que être malheureux, là, comment dire, je pars me marier pour être heureuse. C'est ce que je recherche. Mais ce que les gens me renvoient, c'est ça qui me rend malheureuse. Tu es quoi? Tes parents, par exemple, vont te dire. C'est eux qui peuvent te rendre malheureux. Ta situation de célibat, forcément, est-ce que être célibataire, c'est pas une situation sociale? C'est pas une situation. Tu es d'abord né célibataire, non? Est-ce que tu es né marié? Bon, si tu décides de rester célibataire, c'est un état comme être marié. Pourquoi donc aller imiter les autres, faire du mimétisme bête? Tu vas te marier parce que ton père, ta mère te mettent la pression. Tu vas te marier parce que tu veux te faire entretenir. Tu veux le m'as-tu vu? Tu te maries avec un homme super riche parce que tu veux rouler dans les grosses voitures, tu veux te faire voir, tu veux qu'on dise que tu as réussi. Mais qu'est-ce que tu vis dans ton foyer le soir quand les lumières s'éteignent? Est-ce que tu es heureuse? Beaucoup de femmes vont te dire non. Je vais faire comment? Je suis déjà dedans. Et donc la seule chose qu'elle peut vous faire, c'est vous en mettre plein la vue. Ça c'est de ceci, de ça. Mais comme aujourd'hui là, le monde est digitalisé, elle va vous en mettre plein la vue. Mais va regarder. Les femmes les plus heureuses n'exposent pas leur bonheur. Je confirme. Mais c'est celles-là qui ont problème et qui ne reçoivent même pas l'amour dans leur foyer, qui compensent avec ce pourquoi ils sont allés se marier. Donc, voilà les mauvaises raisons. Écouter, suivre les mauvais conseils des amis, des parents, parce que pas vous aussi les parents donnent les mauvais conseils. Hein. Comme quoi? C'est quoi les mauvais conseils que les parents donnent? Une maman, surtout les mamans, parce que la maman, elle va te dire, je veux déjà des petits-fils. Et je ne veux pas la honte dans ma maison. C'est un sujet que vous abordez aussi dans le livre, en effet, oui. Va te marier. Va te marier. Va te marier, c'est qui même? Qui est là avec toi ces jours-ci? Dis-moi, viens me le présenter. Pourquoi tu perds le temps? Peut-être la fille est dans un processus où elle est en train d'étudier le monsieur. Tu lui mets une pression. Mais pourquoi les parents le font? Je ne pense pas que ce soit de mauvaise foi, mais pourquoi ils le font? Ce n'est pas de mauvaise foi, mais c'est aussi, nos parents sont aussi un peu égoïstes. Hein. Bon, c'est un égoïsme légitime. Je comprends. Parce que le parent veut voir ses petits-fils. Il veut voir sa descendance. Vraiment, on ne peut pas le lui reprocher de chercher à avoir son petit-fils. C'est ça le problème avec les parents. Il faudrait qu'ils se mettent à côté. Parce qu'une fois que tu as fait ton enfant, tu lui as donné la bonne éducation. Laisse-le faire ses choix et accompagne-le avec le rythme. Bon, je ne dis pas que tu restes et tu te tais. Tu peux dire à ton fils ou à ta fille, mais ça fait longtemps, je ne le vois pas et tout. Que c'est comment? Où est Tu peux, mais il faut que tu te maries. Si l'année prochaine, je ne vois pas un homme ici là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu mets une pression à ton enfant qui va faire en sorte qu'elle ira faire ce qu'il ne faut pas faire pour se marier. Il y a des marabouts qu'elle ira voir. Parce que le monsieur peut-être avec qui elle est, c'est pas le bon monsieur. Oui. Et peut-être il ne l'aime même pas suffisamment. Mais elle ira peut-être faire un truc pour qu'il l'aime, pour que mes parents aussi acceptent, pour que ma mère aussi porte la robe, pour qu'elle crie aussi que Oyenga, enfin, ma fille s'est mariée. Les parents sont parfois égoïstes. Voilà ce que je peux dire. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et souvent, il arrive aussi que certaines femmes se marient. C'est un sujet que tu développes bien dans ton livre. Et la belle famille commence à s'en mêler. À mode, qu'est-ce que vous attendez pour accoucher, les petits-enfants et tout. Comment est-ce qu'une belle fille doit gérer ça? Gérer quoi? La pression que lui met sa belle-mère par rapport au fait de procréer, parce que ça arrive, il y a des difficultés pour accoucher. Comment est-ce qu'une belle fille doit se comporter vis-à-vis de sa belle-mère qui lui met la pression sur le fait qu'elle veut déjà voir ses petits-enfants? Elle n'a rien à faire. C'est le mari qui doit faire. C'est sa mère. Sinon, ça va aller en sucette. Hein. Quand on se marie, il y a une image qu'on nous montrait, mon mari et moi, généralement. C'est le dos à dos. C'est-à-dire qu'on est comme les westerns. Ah oui, d'accord. Chacun suivait les arrières de l'autre. Chacun suivait les arrières de l'autre. Et ça, c'est vraiment
vis-à-vis de nos familles et de nos amis. Parce que tu n'as rien à dire à ta belle-mère. Franchement, il faut éviter au maximum d'entrer en friction avec la belle-mère. Ça sert à rien, c'est sa mère. Tout le monde, tu descends, c'est sa mère. Tu vas la détester, c'est sa mère. Elle va t'insulter, c'est sa mère. Pourquoi donc il faut entrer en conflit avec elle? Elle n'a même pas d'abord de ton âge. Vous voyez? Donc, c'est le gars, c'est-à-dire ton mari, qui doit gérer sa mère. Et maintenant, si la belle-mère m'écoute, les belles-mères, écoutez-moi. Si votre belle-fille n'arrive pas à faire des enfants, moi, je crois que faut... Comment dire? Il faut t'asseoir un jour avec ta belle-fille. Il faut communiquer. Tu fais asseoir le couple. Mes enfants, ça fait 5 ans, 6 ans. On attend. Vous-même, vous savez qu'on attend. Il n'y a pas, ma fille, il y a un problème. Mon fils, quel est le problème? C'est ça qu'une belle-mère doit faire. Des deux côtés. Parce qu'on croit souvent que c'est la femme qui n'accouche pas. Même l'homme a des problèmes de conception généralement aussi. Donc, que ce soit des deux côtés, d'ailleurs, même si tes belles-mères vivent, c'est-à-dire que côté paternel, côté époux et côté femme, elles doivent aller se rencontrer d'abord et dire que, bon, vous voyez, nos enfants n'ont pas encore accouché. Prenons rendez-vous avec eux, parlons, cherchons la solution. Que d'entrer en conflit. Tu vas entrer en conflit avec une jeune fille parce qu'elle n'arrive pas à faire des enfants. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne connais pas les raisons. Et tu vas lui mettre une pression monstre. Les médecins savent que le stress pour chercher l'enfant, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, pour répondre à ta question, je crois que c'est aux beaux-parents de venir discuter avec leurs enfants et de mettre sur pied un mécanisme pour aider leurs enfants à avoir leurs petits-enfants qu'ils demandent. Ouais, c'est bien dit, vous parlez comme la Bible. C'est très très bien dit. Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est au mari ou à la femme de discuter avec sa famille, quoi. Tout à fait. Oui, c'est là-dessus, rien à dire. Madame Eloun doit parler comme la Bible. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Tout ce qui nous reste à dire, c'est Amen. Donc, Amen. Autre chose. Oui. En lisant votre livre, vous avez dit que le mariage est d'abord divin. J'ai lu, c'est écrit. Ah bon? Oui. Vous qui avez dit. Parfois, on écrit des choses. C'est d'abord divin. Oui. Le mariage est divin. Je vais vous prendre la théorie et la pratique. Théoriquement, moi, je suis chrétienne. D'accord? Et je suis chrétienne pas parce que je suis née dans la chrétienté. Je suis chrétienne parce que j'ai expérimenté la foi. D'accord? C'est différent. Dans la Bible, voilà, il y a ce qu'on nous dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, tous deux ne formeront plus qu'un. C'est clair, c'est net. Le mariage, c'est une institution divine selon la Bible. Oh, c'est bien de préciser selon la Bible. Selon parce qu'avant que la Bible n'existe, on se mariait c'est une déjà. institution. Oui, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que vous connaissez, en tout cas, vous allez me dire qu'il y a des exceptions. Est-ce que vous connaissez un seul couple qui, lorsqu'il a dit mariage, il n'a pas eu d'adversité? Non. Vous avez déjà vu, les gens vivent en concubinage, ils n'ont pas de problème. Oui, C'est-à-dire que quand tu vis en concubinage, ça va. Pas toujours. Oh, oui, ok, oui, dans certains couple. Relativement, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'adversité qui vienne de l'extérieur. Mais dès que tu vas dire, bon, écoute, il est temps qu'on aille signer à la mairie, qu'on aille à l'église, qu'on fasse la dot. Laissons même l'église, seulement la dot. La dot qui aime même le mariage traditionnel. Tu dis à ta partenaire, je veux qu'on se marie. Début des problèmes. J'ai dit, c'est le début des problèmes. Tu vas voir les choses qui vont t'arriver, que tu ne pourrais même pas imaginer. Tu vas peut-être perdre de l'argent. Ta meilleure amie va se retourner contre toi. Ton père va peut-être faire les problèmes bizarrement. Un de tes oncles va te chercher les problèmes. Tes amis t'abandonnent. Tu ressens une sorte d'adversité qui vient vers toi. L'adversité, c'est une énergie négative. C'est immatériel. J'ai envie de dire, c'est une énergie maléfique. Parce que tout ce qui veut t'empêcher d'atteindre tes objectifs, c'est d'abord une énergie. C'est-à-dire que ce que l'univers
du côté négatif te renvoie, c'est qu'on ne veut pas entendre parler de mariage. Laisse tomber, ne parle plus de mariage. Tout le monde va se tasser. Redis encore, je vais me marier. Moi, je vous le dis parce que j'ai traversé ça. J'ai traversé ça et j'ai vu les gens traverser ça. Plus d'une quinzaine, plus d'une vingtaine. On te laisse, c'est-à-dire, on te fout la paix quand tu viens. C'est même comme si on aime le concubinage. On aime vous voir comme ça parce qu'on sait que le mariage, c'est inviter une entité à venir vous aider à évoluer. Comme ça qu'on fait, non? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est très, très bien dit, c'est vrai. J'invite une entité à m'aider et c'est forcément une entité positive. Vous ne vous mettez pas ensemble pour faire la sorcellerie. D'ailleurs, le mariage, c'est-à-dire, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Mais il y a une sorte d'union souvent que les sorciers font, non? Ils partent chercher une entité négative pour vous combattre. Ils se mettent aussi en union là-bas pour combattre votre union. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne fait rien de bon ou même de mauvais, je vais ajouter, seul. Parfois, il faut pas qu'on me tape après. Non, il faut me parler. Parfois, les belles-mères même se mettent ensemble pour vous combattre, vous les enfants. Moi, j'ai eu ça dans mon mariage. Attendez, les belles-mères se mettent ensemble. C'est-à-dire que ta belle-mère est la belle-mère de ton fiancé. Ils ne veulent pas. Oui, pourquoi? Je ne sais pas, il faut aller leur poser la question. Tu as des choses compliquées qui t'arrivent dès que tu parles du mariage. Ça veut dire qu'il y a une lutte dans l'univers pour vous empêcher d'avancer. Parce que, en réalité, je vais vous dire, moi, j'ai une différence entre quand j'étais en concubinage avec mon époux et quand je suis mariée. Je me sens bien à l'aise, je me sens heureuse, je me sens même épanouie. Un épanouissement que je n'avais pas quand j'étais... Pourtant, on vivait dans la même maison. Et c'est la même personne. Mais bizarrement, lorsque on a sauté le pas et qu'on a invité cette entité dans notre mariage, dans notre relation, j'ai eu cette impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et je me suis... Vous n'avez pas vu que les femmes mariées, elles ont un truc. Quand tu les regardes, on a l'impression, le bon mariage, elles sont fraîches. Elles sont lumineuses. Elles sont lumineuses, c'est le terme. Elles sont bien là. C'est une lumière qui ne leur appartient pas. C'est pas ta lumière. C'est parce que tu as invité une entité lumineuse. Tu as invité Dieu. Tu as invité celui-là, le créateur du mariage, à venir dans ton foyer, t'élever, vous montrer la voie à suivre. Le bon mariage. Le bon mariage. Donc voilà pourquoi je dis que le mariage est d'abord divin. Sinon, on ne le combattrait pas. Mais quand c'est qui Dieu pour vous? Parce que j'ai envie de dire, avant que la Bible n'existe, le mariage existait déjà. Oui. Dans cette époque-là, c'était déjà divin. Qui vous dit que la divinité, ça vient seulement de la Bible? Vraiment, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'étais dans mes problèmes, quand je voulais me marier, je me suis fâchée un jour et j'ai appelé ma grand-mère. J'étais fâchée. Mais alors, je me suis levée, c'était 3h, 4h du matin, j'ai parlé entre le bassa et le français, j'ai mélangé tout ça parce que j'étais en colère. Je lui ai dit, ça fait tel nombre de temps, je veux me marier. Et je ne comprends pas pourquoi tu es calme dans ton coin pendant que moi je souffre. Pourtant, tu m'as dit quand tu partais que tu n'allais pas me laisser. Et je suis fâchée. Et je ne te parle plus. J'étais fâchée. Je me suis recouchée, j'ai dormi. Elle n'était plus jamais revenue dans mes rêves, mais elle est revenue cette nuit-là. Avec un français limpide. Ma grand-mère qui ne savait pas aligner 2 phrases en français. Qui m'a dit, j'espère que tu sais que je t'aime toujours. Et elle m'a fait un bisou et elle est partie. Pourquoi vous croyez que les divinités, ça vient seulement de la Bible? Moi, j'ai une position éclectique. Je prends ce qui est bien dans la tradition. Il faut savoir qu'il y a aussi les mauvais ancêtres. Oui. C'est-à-dire que les filles qui twerkent ces jours-ci sur TikTok ou les gens qui font les choses, c'est les futurs ancêtres, non?
Oui, c'est vrai, c'est des futurs ancêtres, c'est vrai, oui. Bon, pourquoi moi j'ai bien invoqué une twerkeuse? Je comprends pas. Excusez-moi, mais. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Voilà pourquoi est-ce il y a des limites. On doute un peu de ça. Je préfère donc peut-être invoquer ma grand-mère qui m'avait montré le chapelet, qui m'a dit voilà, il faut toujours prier, je sais qu'elle est du bon côté. Mais comment savoir? Bon, moi, mon arrière-grand-père, c'était un tueur à gages. Pourquoi moi, je peux l'invoquer. Si quelqu'un m'énerve, je l'invoque, je sais qu'il va venir. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, mon grand-père s'appelait Issa Idibzen. À l'époque, les tueurs à gages, là, on les prenait. Ils partaient tuer les gens dans les autres villages. Il pouvait passer des mois là-bas. Il laissait sa femme gérer le village et tout. Il revenait, non. Très violent. Donc, vous voyez que la tradition, il faut aller de façon prudente. Voilà. Invoquer les personnes que vous connaissez. Les ancêtres. Voilà, est-ce que tu connais l'ancêtre, il y a de cela 4 générations au-dessus? Il faisait quoi? Est-ce qu'il n'a pas vendu? D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui payent encore le prix du sang de leurs ancêtres qui avaient tué, qui avaient si. Tu vas donc aller invoquer une telle entité dans ta maison. Tu ne la connais pas. Voilà ce que je peux dire. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu quelque chose sous cet angle-là. Vous voyez à quoi servent les podcasts, non? Voilà. Il faut bien écouter, écouter avec quoi? Avec les oreilles. Ok. Je comprends mieux. Donc, c'est plus simple. Lisez le livre. Le livre, là, est trop puissant. Au-delà de ça, il y a un autre élément que vous mettez en lumière dans le livre. C'est le fait que la responsabilité du fonctionnement d'un foyer est très souvent remise entre les mains de la femme. Bien, bonne ou mauvaise manière de voir les choses, déjà, selon vous? C'est une mauvaise manière de voir les choses. Pour vous, cette responsabilité doit être remise en... S'il faut remettre la responsabilité du bon fonctionnement d'un foyer à une personne, ça devrait être qui, la femme? Pas une personne, les deux. Moi, je fonctionne avec deux. Tu ne peux pas te marier et déposer ta charge mentale sur la tête de quelqu'un d'autre. Tu t'es marié pourquoi? On a dit pourquoi est-ce qu'il faut se marier. Tu veux être heureux. Pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu rendes l'autre heureux. Tu vas pas être heureux seul. Pourquoi tu dois donc déposer toute ta charge mentale et toutes tes responsabilités dans un foyer? Vous avez déjà vu un foyer où il n'y a pas d'homme? Il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire que quand je dis bien un foyer où il n'y a pas d'homme, je m'explique. Le type est toujours dehors. La femme s'occupe des enfants, de tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez déjà vu le résultat que ça donne en termes d'éducation? C'est pas terrible. Ce n'est pas terrible parce que l'autorité et la force physique que l'homme a, c'est pour ses enfants et c'est pour protéger son foyer. Quand tu fuis tes responsabilités, tu n'es pas là. Tu es au bar. Quand on vient faire quelque chose à tes enfants, tu étais où? Tu étais au bar. Tu étais chez la Njomba. Tu étais partout sauf là où tu dois être. Par exemple. Et la femme, donc, se retrouve avec des garçons ingérables. Parce que le garçon, la fille encore, ça passe. Imaginez une maison où il y a des garçons à éduquer. Si l'homme n'est pas là, comment la femme va faire? Je vous prends l'exemple maintenant d'un homme qui est décédé, malheureusement, et sa femme est restée avec tout. Est-ce que vous savez que cette femme devient l'homme et la femme? Oui. Vous avez déjà approché ce genre de femmes? Elles sont rigides. Elles sont dures. Elles sont dures parce qu'elles ont dû porter la charge et la responsabilité de l'homme posée sur sa part de responsabilité de femme. Et ça donne des femmes difficiles à vivre. Bon, il y a des femmes qui disent que je n'ai pas besoin d'un homme, je veux seulement... Bon, femmes fortes et indépendantes qui disent que je n'ai pas besoin d'un homme, je veux seulement l'enfant. C'est des femmes qui ont été blessées. Je vous assure. Ouais. Les problèmes des femmes, c'est tous les hommes. Les deux côtés. Non. Oui, qu'elles ont été blessées. Vous m'avez posé la question sur la femme. Ok, oui. Les problèmes des femmes, c'est tout que nous, on leur a fait quelque chose. Mais il y a aussi des hommes qui souffrent. Oui, je dis pas le contraire. Mais juste que peut-être que la femme, c'est elle-même qui est d'abord une sorcière.
Pourquoi croire que c'est toi un homme qui l'a blessé et qui fait en sorte qu'elle dise qu'elle veut le semer? Prenons même des deux côtés, si vous voulez. Il n'en demeure pas moins que une femme qui a décidé de faire un enfant seule a été choquée. En tout cas, elle n'est plus normale, entre guillemets. Parce que on est... Peut-être d'autres qui vont éduquer leurs enfants pour autre chose. Mais généralement, quand nos parents nous éduquent, c'est pour plus tard fonder notre propre famille. Non? Donc, d'où vient donc le fait qu'une femme refuse de se mettre en couple et préfère plutôt aller prendre sa semence et porter son enfant? Ça arrive qu'il y a des femmes pendant leur jeunesse, elles ont épuisé leur capital jeunesse, du coup, elles ont tout fait pour tomber que sur des connards. C'est elles qui sont débrouillées pour tomber que sur des connards. Et puis, au bout d'un moment, l'horloge biologique, elle ne trouve pas le bon géniteur. Du coup, elle se dit, bon, peu importe celui qui vient, je veux seulement un enfant. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Il ne faut pas généraliser. Je généralise pas, mais c'est le cas. Il y a des femmes aussi qui ont vécu des situations traumatisantes, qui ont été violées par leur père, par leur beau-père, par leurs oncles, qui sont tombées à répéter. Je les connais, elles sont pleines. Sur des salopards, excusez-moi le terme, sur des personnes qui ne sont pas recommandables et qui ont été blessées à vie en disant que moi, je ne veux plus les hommes là. Je préfère faire mon enfant, je reste tranquille. Il y en a aussi comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, pour vous, je vous rejoins, c'est ce que je voulais vous l'entendre dire, le fait que la responsabilité du fonctionnement d'un couple, ça repose sur les deux personnes. Voilà. Sur les deux personnes. Ok, on poursuit. Dans votre livre aussi, vous parlez des belles-mères jalouses. Comment on gère ça, une belle-mère jalouse? D'abord, comment le fils gère sa mère qui est jalouse? Et comment la belle-fille gère sa belle-mère qui est jalouse? On va encore dire que je tire sur les hommes. De toute façon, on est adé. Donc, tout ce que ça fait, c'est mourir. Donc, je vais vous dire, Valère, une belle-mère jalouse, c'est une femme qui a mal vécu son mariage. Ok. Je vous le promets. Si tu étais jeune et que quand tu étais jeune, tu as eu un mari fantastique, entre guillemets, qui t'a aimé, qui t'a donné des choses, qui t'a amené voyager, qui t'a valorisé, c'est-à-dire qu'il t'a montré que tu es une femme avec grand F. Tu ne peux pas être jalouse de ta belle-fille parce que tu as déjà eu ça. En n'en plus finir. Tu as déjà eu ça. Maintenant, si tu as une belle-mère jalouse parce que son fils arrive, il donne un pain à sa femme, il oublie de donner à sa mère, elle fait la jalousie. Cette femme-là n'avait pas reçu de cadeau de la part de son mari. Nous sommes en train de former, les mauvais maris d'aujourd'hui sont en train de former les mauvaises belles-mères de demain. Vous voyez que c'est un enchaînement, en fait. C'est un enchaînement. Tu n'es pas un bon mari. Moi, honnêtement, mon mari, là, voilà, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai parce qu'il est là qu'il lance des fleurs. Il y a des moments où je dose aussi un peu sur lui. C'est vrai. On souffre. Oui. Mais je voyage. Il m'a payé mon premier voyage pour Paris. Il dit qu'il va aller à Paris. C'est quoi? Il s'est battu. Je suis allée. Mais comment vous nous mettez au travail? Mais c'est ça, le travail de l'homme, c'est de travailler pour la femme. Vous savez pas ça? Les gars, envoyez les pouces pour le mari parce que... Et vous aimez ça? On aime quoi? Valère, je te dis quelque chose qui est simple. Oui. Un homme aime dépenser pour sa femme. Je confirme. Je suis d'accord. On aime ça. Un homme aime ça. Mais pour les femmes qui en valent la peine aussi. J'ai dit ça, femme. Il aime voir le sourire. Un vrai homme aime voir le sourire. Il aime ça. Il n'aime pas que vraiment, pourquoi tu es calme, pourquoi tu es... Non, il faut qu'il te rende heureuse. C'est ça un homme. C'est pour ça que vous travaillez. Ouais, vous travaillez pour qui? Pour nous. Ouais, nous, on travaille sans se plaindre. Normalement, l'homme qui ne se plaint pas, je sais pas comment dire. C'est vrai que vous êtes très introverti. L'homme n'aime pas trop se livrer ses sentiments. On ne pleure pas. Non, attendez. Nous, parce que nous,
On connaît notre rôle et nous on va pas pleurer. Les femmes quand elles font, elles pleurent. Mais vous savez, c'est pour ça que moi je me dis beaucoup d'hommes meurent avant leurs femmes pour ça. Pourquoi? Les femmes doivent valoriser leurs hommes. Vous ne nous valorisez pas. Justement. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Vous savez, mon livre Une femme en soi, je ne tire pas sur les hommes pour tirer. Non, je connais la valeur des hommes, mais des vrais hommes. Des vrais hommes. Les hommes aussi souffrent de ne pas être valorisés. Comme je vous disais au début là, l'homme a besoin, quand il rentre comme ça, il faut qu'il ait une oreille attentive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu au travail? Que le repas est prêt. L'homme, son ventre, là, c'est pas le magasin. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir des conversations avec leur mari. Il va aller dehors pour causer. Il va même trouver dans une djomba intelligente. Il y en a qui sortent avec leur djomba parce que elle présente bien, parce qu'elle s'exprime bien, parce qu'elle a des conversations qui sont intéressantes, stimulantes. Voilà. Si tu n'es pas comme ça, je suis désolée, tu vas rendre ton mari malheureux. Il ira trouver ça à l'extérieur. Vous voyez? Donc je ne tire pas toujours ces mensonges. Pour une fois, il était temps. Il était temps. C'est ça. Oui, et du coup, comment alors la belle fille gère sa belle-mère jalouse? Ah là 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 là. Je n'aime pas les confrontations avec les belles-mères. C'est-à-dire que... Pourtant, ce sont des choses... Comment on gère ça? Parce que c'est un petit truc, un élément que vous mettez en avant dans le livre. En passant, il y aura une deuxième partie, donc vraiment. Je suis en train de réfléchir comment je vais gérer ça, mais je peux déjà vous donner, vous donner une piste. Vous savez, hein, je pense que elle doit être compréhensive vis-à-vis de sa belle-mère. Et il faut déjà qu'elle comprenne pourquoi cette femme-là est comme ça. Une belle-mère jalouse, hein, fais-lui les cadeaux. Ah oui, hein? Oui. Son fils oublie ton anniversaire, toi, tu n'as pas fait son anniversaire. En fait, tu feras ce que son mari n'a pas fait. Il faut seulement que tu saches que c'est ce que tu vas faire. Ça ne sert à rien d'être à couteau tiré avec une belle-mère. Pourquoi je le dis? Parce que les hommes souffrent tellement. Les femmes de leur vie, hein, premièrement, sa mère. Ensuite, celle qu'il a épousée. Quand les deux là ne s'entendent pas, l'homme est souvent très, très gêné. Et surtout quand la guerre est déclarée, il est souvent celui qui prend les balles perdues. Forcément. Oui. La femme donc doit être assez intelligente pour savoir manier ça. Tu dois être à l'affût. Si tu sais qu'elle est jalouse, que tu as vu un geste de jalousie, tu compenses. Tu compenses et tu lui montres que tu es là pour elle. Tu vas compenser ça par des cadeaux. Et tu fais des listes. L'anniversaire de ceci, la journée de la femme, ceci de la femme. Elle aura ça à chaque moment. Mais il faut aussi qu'elle aussi comprenne. C'est les deux côtés. Toi, tu peux faire un pas vers elle. Elle te repousse. C'est maintenant à l'homme, comme je dis, d'aller vers sa mère pour lui dire, écoute, j'ai oublié de t'acheter un pain. Je veux que tu iras avec René au marché acheter telle chose. Tu essaies de créer un lien avec elle pour qu'elle puisse passer du temps ensemble. Et à lui de lui dire, parce que il sait, l'homme sait toujours très bien ce que sa mère pense de sa femme. Oui, c'est vrai. Il sait, elle lui a toujours dit cache que celle-là vraiment. Ouais, donc à lui aussi d'être cash en lui disant que je sais que tu l'aimes pas. C'est la femme que j'ai choisie. C'est la femme de ma vie. Et je veux pas me retrouver dans une situation où je dois choisir entre vous deux. Il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Je vais créer une situation pour que tu ailles avec. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.